Sarah Amizi. Sarah Amizi, c'est en regardant le rituel de son grand-père qui se rasait sous le chêne familial avec son coupe-chou que Sarah a décidé vers 7 ou 8 ans de devenir barbière. Quelle drôle d'idée, se dire ses parents qui étaient plus que surpris qu'elle veuille faire un métier d'homme et ils ont cru à une lubie de gosse, quoi. Elle a donc dû attendre sa majorité, Sarah, pour faire son apprentissage, c'est des barbiers, puisqu'il y avait absolument aucune femme barbière en France, ça n'existait pas. Ses diplômes en poche, donc le CAP et le brevet professionnel, elle a ouvert à 29 ans son premier salon. Aujourd'hui, Sarah en possède 7 dans Paris. Elle a des corners dans des lieux prestigieux. Elle a un centre de formation. Elle forme des barbiers en France, mais aussi dans le monde entier. Elle a sa gamme de produits. Elle pilote et manage une quarantaine de salariés. Elle a déjà écrit 3 livres, et dont le dernier, je l'ai là, je vous le montre quand même, que c'est super chouette, qui s'appelle Barbe. Voilà. Et elle est vraiment, vraiment inspirante, puisqu'elle a démarré avec rien. Sarah, où êtes-vous? Je vous invite à nous rejoindre sur scène. Bonjour Sarah. Bonjour à tous. Alors Sarah, comment est-ce qu'on fait pour s'imposer première femme dans un métier d'homme? Eh bien, j'ai envie de vous dire de la volonté, vraiment, ne pas avoir peur. Alors, c'est pas facile hein, quand on débarque comme ça dans la vie active. Mais alors moi, j'ai eu quand même un avantage, c'est que toute petite, à l'âge de 8 ans, comme vous l'avez dit, j'ai été passionnée par un métier. Et je me suis jurée d'aller jusqu'au bout. Alors, j'ai peut-être un peu des origines bretonnes, donc je suis un peu têtue. Et quand on me dit « tu vas pas là », ben, j'y vais quand même. Donc, c'est ce qui m'a aidée et ce qui m'a donné la force, c'est cette passion. Depuis toute petite, de l'âge de 8 ans, j'ai toujours juré de me dire « je veux rendre les hommes beaux ». Ça, c'est une bonne idée d'abord, moi je trouve, hein, c'est pas mal. Mais alors, par exemple, dans vos études, vous m'avez dit, j'étais en apprentissage, et il y avait des hommes qui refusaient de se faire raser par moi. Ah oui, oui, complètement, parce que quand il y a quand même à peu près 25 ans, ou même un peu plus, une femme qui arrive dans un métier d'homme, on m'a regardé de haut en bas en me disant « mais vous êtes une femme ?» Et je leur répondais « oui, je crois ». Je pense et je suis sûre. Donc, il n'y a pas de limite. Hein. Ce n'est pas le sexe qui fait la compétence pour moi. Alors, est-ce que vous étiez riche pour ouvrir votre premier salon? Vous aviez déjà des fonds? Vous étiez blindé, comme on dit? Je vais être très, très sincère. J'étais divorcée, j'avais 2 enfants, très jeunes. Je n'avais pas 1 euro en poche. Je suis allée voir mes banquiers et je les ai tannés. Je les ai convaincus de ce projet. Et je suis partie de zéro. Quand je vous dis de zéro, je n'avais pas 1 centime en poche. Comment vous avez appris à devenir entrepreneur? Vous aviez un modèle familial peut-être? Et oui, j'ai mon papa qui était commerçant et qui m'a transmis ce savoir-faire, d'être toujours vigilante, de toujours aller vers les autres, de pouvoir être tirée vers le haut. Et oui, il m'a beaucoup aidée. Dans le commerce, il m'a toujours dit, tu dois toujours dire monsieur bonjour ou madame bonjour, toujours être bienveillant avec les clients. Voilà, il m'a imprégné de ça. Alors, au début, vous ouvrez un salon barbier, mais vous transformez ça, la beauté au masculin. Comment ça s'est fait progressivement, ce projet? Vous avez mûri ça parce qu'après, vous avez lancé votre... Expliquez-nous un peu comment tout ça a grandi. En janvier 2000, le 4 janvier 2000, donc j'ai ouvert ma première boutique. J'ai repris derrière un monsieur qui était lui-même coiffeur barbier. Et quand je suis arrivée les premières fois, pareil, on m'a toujours regardé d'un œil un peu étrange, en me disant « mais vous n'êtes pas capable de raser ou de tailler, vous n'êtes pas un homme, donc vous ne savez pas ce que c'est ». Et je leur ai dit « mais asseyez-vous et je vais vous démontrer le contraire ». Et puis petit à petit, j'ai innové. En fait, c'est ça aussi, c'est qu'il faut apporter quelque chose de nouveau quand on est différent et qu'on ne nous accepte pas. Il faut s'imposer avec sa différence. Donc voilà, j'ai mis au point des nouvelles techniques qui sont par exemple les extensions de la barbe, le maquillage de barbe, les brochines de barbe, on fait même des mises en plis de barbe. Et puis j'ai attaqué le reste, donc la sculpture du torse. Quand vous avez des fois des hommes qui ont des poils à ne plus quoi savoir en faire, moi je viens, je leur dis voilà, je vous sculpte, vous ressemblez à un Bob l'éponge en version de Miss Rossos, je vous rends, vous êtes un athlète. Donc on va dessiner des tablettes de chocolat, mais tout ça c'est dans l'esprit en fait, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se contenter juste de ce qu'on nous donne, il faut pousser ses limites, il faut toujours aller plus loin.
Ça, c'est extra, les tablettes de chocolat, j'avoue. Et alors, par exemple, la gamme de produits, comment vous avez fait? C'est pas évident de créer sa gamme de produits. Ben, c'est des éléments qui sont nécessaires. À partir du moment où le client vous dit ben, Sarah, mon poil il est un peu sec, qu'est-ce que je dois faire? Ben, on réfléchit. Et ben, pareil, je vais voir mes banquiers. Je dis voilà, j'ai cette légitimité de créer cette gamme de produits parce que je suis dans la profession, je connais le besoin du consommateur. Donc voilà, c'est des opérations qui se montent, mais il ne faut pas lâcher. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le banquier il vous regarde et dit non, mais attendez, une gamme de produits, ça coûte cher, je ne sais pas si ça va être rentable. Il faut savoir les convaincre. D'accord. Et comment vous êtes passé de 1 à 7 salons? Comment on fait cette... déjà au deuxième, je sais que c'est une étape. Comment vous avez fait? Ben, vous embauchez, vous faites confiance, c'est quoi la technique? Ben, la technique, c'est quand on fait valoriser son travail et que les gens en face de vous reconnaissent votre talent. Et il arrive à un moment donné où les magasins ils deviennent un peu petits. C'est-à-dire quand vous commencez à avoir la queue dehors, naturellement, vous dites, bon, il faut peut-être un second, puis un troisième et un quatrième. Après, les corners, c'est des marques hein, comme l'Hôtel de Crillon ou la Clinique du Tessia ou Hackett London. C'est des personnes qui sont venues nous voir parce qu'ils ont reconnu la qualité de travail de la Barbière de Paris. Et donc, c'est eux qui se sont proposés de dire, on veut faire un partenariat avec vous. Alors, vous faites aussi de la formation, ça ne s'arrête jamais avec Sarah. Pourquoi vous vous êtes dit, tiens, je vais former, vous auriez pu vous contenter d'avoir votre aura et vos propres salons et sans le partager avec les autres, en fait? Ben, je me suis rendu compte qu'en fait, en France, il faut le savoir, le métier de barbier est tombé en désuétude pendant plus de 30 ans. C'est-à-dire que pendant plus de 30 ans, on n'a pas enseigné ce métier et j'ai trouvé que c'était vraiment dommage. Donc j'ai créé mon centre de formation parce qu'il était nécessaire aussi pour l'image de la Barbière de Paris de garder une technique qui soit propre à nous. Donc il fallait transmettre, et c'est important que cette nouvelle génération apprenne les bonnes manières, on va dire. Parce qu'aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de diplôme en soi de coiffeur barbier. Il y a une option au BP, mais il n'y a pas de diplôme. Et donc, on est nous-mêmes, en tant que chef d'entreprise, obligés de former nos collaborateurs, sinon on ne produit pas. Et il y a beaucoup de demandes. Est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui se disent, ou de jeunes filles, je veux être barbière? Énormément. C'est incroyable parce qu'il y a des gens qui font d'autres métiers que coiffure, qui ont 20 ans, 30 ans, 40 ans, même 50 ans. J'ai des musiciens qui viennent me dire et qui me disent, je veux être barbier, parce que c'est un métier passionnant. En dehors du fait qu'il soit peut-être un peu à la mode, mais même, ça, c'est bien dépassé. Alors, comment est-ce que vous répartissez votre temps entre les formations, les salons, la création de nouveaux produits? Vous supervisez, comment vous répartissez votre temps? Quand on est chef d'entreprise, on apprend. Moi, je me suis, amassée à plusieurs reprises. Hein. Ce que j'ai compris avec le temps, c'est qu'il faut savoir bien s'entourer. Il faut recruter des gens qui connaissent bien leur métier et savoir déléguer aussi, parce qu'on ne peut pas être partout. Ce qui est extraordinaire quand on est chef d'entreprise, c'est qu'on fait différents métiers à la fois. On est dans la comptabilité, dans les ressources humaines, dans l'apprentissage, la transmission, on va voir nos banquiers, on est face aux caméras. Enfin, c'est des éléments vraiment qui sont tellement différents que moi, je m'éclate tous les jours. Mais pour répondre à votre question, oui, il faut savoir aller chercher la bonne compétence et faire confiance aux gens pour qu'ils puissent faire aussi à votre place. Vous ne pouvez pas être partout. C'est compliqué, ça, de faire confiance? Je pense qu'il faut sentir les gens. Il y a un feeling qui passe ou pas. Ce n'est pas une question de CV. Hein. Moi, j'ai recruté des gens qui n'étaient pas diplômés et dont je suis heureuse et fière de travailler avec eux. Alors, comme challenge, vous avez choisi se lever 10 minutes plus tôt le matin pour s'informer. Pourquoi ce choix? Et puis, quels conseils vous pouvez donner aux lycéens qui vont prendre ce challenge? Alors, se lever 10 minutes plus tôt, c'est important, parce que vous le savez tous, hein, quand on se couche un peu tard, le lendemain, c'est un peu dur. Vous rajoutez 5 minutes à chaque fois sur votre chrono, et puis vous vous levez, vous êtes un peu vaseux, vous partez, vous êtes mal habillé, vous n'êtes pas dans votre état, on va dire, le plus sympathique. Et toute la journée se passe comme ça. Mais quand vous vous levez un tout petit peu plus tôt, quand je dis s'informer, par exemple, nous, dans notre métier, j'invite
tous mes collaborateurs à lire la presse. Pourquoi? Parce qu'on a un devoir aussi vis-à-vis du client. Il ne suffit pas juste de le raconter en disant il fait beau dehors. Non, c'est important la culture. Et c'est un élément aussi qui valorise notre travail. Parce qu'une fois qu'on est sorti du diagnostic, il faut savoir aussi raconter des éléments autres que celles qui sont liées à la profession. Donc se préparer en amont, ça vous fait gagner une journée, ça vous permet d'être bien dans votre tête et la journée se passe bien. Si on est en retard, c'est juste pas possible. Tous les éléments s'enchaînent en fait avec une non-qualité, si je peux dire ça comme ça. Vous êtes très, très présente dans les médias. C'est cette connaissance des médias qui a fait que vous êtes aussi présente. Ben, écoutez, moi j'ai envie de vous dire une chose, je ne suis jamais allée chercher les médias. Les médias sont toujours venus à moi. Les gens ont voulu faire des reportages, des articles, écrire sur la Barbière de Paris. Pourquoi? Parce que je leur ai prouvé qu'en tant que femme, faire un métier d'homme, c'est possible. Ma maman, quand j'étais petite, le jour où je lui ai annoncé que je voulais devenir barbière, j'avais 8-9 ans, elle m'a regardée, elle m'a dit « Mais ma fille, t'es une femme, tu peux pas. C'est un métier réservé pour les hommes. » Je lui ai dit « Si, je veux le faire, je veux le faire. » Et elle m'a dit « Écoute, quand tu auras 18 ans, tu feras ce que tu veux. » J'ai eu 18 ans et je suis allée au bout en tout cas de ce que je souhaitais faire. Donc c'est un élément hyper important. Bien sûr qu'il y a des gens et des entreprises qui payent des journalistes ou qui font venir, mais la Barbière de Paris, c'est pas le cas. C'est eux qui viennent à nous. Pourquoi? Parce qu'on a une qualité de travail, parce que l'innovation, parce que les livres, parce que la gamme de produits, parce que je suis curieuse. C'est ça. Moi, si j'ai un conseil à vous donner, soyez curieux de votre vie. Ne soyez pas juste spectateur. Poussez vos limites, allez chercher l'info, allez voir les gens. L'être humain est magnifique parce que quand on rencontre des gens, on ne soupçonne pas le potentiel. Comme moi, ce que je dis à mes clients, vous n'imaginez pas le potentiel que vous avez en vous. Il y a des gens, ils n'ont pas confiance en eux. C'est à nous de leur donner confiance. Quand un client arrive, il me dit « Sarah, mais regardez, je suis moche, j'ai pas de belles oreilles, j'ai pas un beau visage. Comment voulez-vous que je porte une barbe à la hipster ?» Je dis, mais laissez-moi faire, ça c'est mon métier. Donc je vais lui donner tous les éléments pour le rassurer. Et c'est ce qui fait aujourd'hui la qualité de la Barbière de Paris. Et alors, juste une petite dernière question. Je sais que vous avez 3 garçons, dont des jumeaux. Ça va, vous arrivez à tout concilier? Bon, ils sont très grands, hein, ils ont 28 ans, voilà. Ouais. Oui, j'en ai encore un dernier de 12 ans. Ouais. En fait, ça se fait un peu, entre guillemets, j'ai envie de dire, tout seul. Mais tout n'arrive pas seul, bien évidemment. C'est une question d'organisation, c'est une question d'envie. Mais j'ai envie de dire aussi, c'est une question d'éducation. Ma maman m'a éduquée de cette façon. Des valeurs. Quand on s'engage auprès des gens, il faut aller au bout. Et quand vous avez des idées, il faut aller au bout. Moi, je suis très, très contente d'être ici aujourd'hui. Je suis fière. Pourquoi? Parce que je me dis, l'avenir, c'est vous demain. Et votre avenir, il est entre vos mains. Merci beaucoup, Sarah. Je crois qu'on peut l'applaudir.